Catel Berhouk, 19 ans, vient de croiser un monstre. Il faudra 26 ans pour que la science l'identifie et découvre qu'il est déjà trop tard pour la justice. Voici l'énigme Berhouk. Versailles sous le soleil de mai. En ce jeudi 11 mai 1995, la France a la tête ailleurs. Le pays est dans une transition politique douce. Jacques Chirac vient d'être élu président quelques jours plus tôt. À Versailles, la ville royale, l'atmosphère est feutrée. L'avenue de Paris, avec ses larges contre-allées bordées d'arbres, mène majestueusement vers le château. C'est ici, dans ce cadre presque anachronique de calme et de prestige, que vit Catel Berhouk. Catel n'est pas une étudiante comme les autres. À 19 ans, elle dégage une maturité qui impressionne. Étudiante en 2e année de droit à l'université de Saint-Quentin en Yvelines, elle est méthodique, sérieuse, presque rigide dans son emploi du temps. Elle est la fierté de ses parents. Son père est un homme de devoir, colonel dans la gendarmerie. Dans la famille Berhouk, on connaît la valeur des règles et de la sécurité. Le mercredi 10 mai au soir, Catel a eu une conversation téléphonique banale avec ses parents. Rien ne transparaît, aucun stress, aucune menace. Elle doit réviser ses examens de fin d'année qui approchent à grands pas. Le lendemain, le 11 mai, elle a rendez-vous avec son petit ami, un jeune homme qu'elle fréquente depuis quelque temps. Mais le jeudi matin, le téléphone de Catel sonne dans le vide. Un appel, puis 2, puis 10. Ce n'est pas son genre. Elle n'est pas du genre à sécher, un rendez-vous ou à oublier d'éteindre son réveil. L'inquiétude monte d'un cran à chaque heure qui passe. Son petit ami décide de se rendre sur place en fin de matinée. Lorsqu'il arrive devant la porte du studio, il frappe. Silence. Il essaie la poignée. La porte est fermée à clé, mais il possède un double ou parvient à entrer avec l'aide d'un tiers, les sources divergeant sur l'instant précis de l'entrée. Ce qu'il découvre à l'intérieur va briser sa vie et marquer l'histoire criminelle française. L'appartement n'est pas retourné. Il n'y a pas eu de lutte acharnée qui aurait renversé les meubles ou brisé de la vaisselle. Pourtant, au milieu de la pièce, gît le corps de Catel. La mise en scène est d'une violence froide. La jeune femme est dévêtue, partiellement entravée. Les premières constatations sont terribles. Elle a été étranglée avec une force inouïe. Le médecin légiste confirmera plus tard que le décès a été rapide, mais d'une brutalité extrême. Le tueur a pris son temps. Il y a des traces de violence sexuelle. Mais ce qui trouble immédiatement les premiers policiers du SRPJ de Versailles arrivés sur place, c'est l'aspect nettoyé de certains éléments. Le tueur n'a pas paniqué. Il n'a pas fui précipitamment après son crime. Il est resté là, dans l'intimité de sa victime, pour effacer certaines traces, pour repositionner le corps, pour observer son œuvre. On ne vole rien. Les bijoux de valeur sont là. L'argent est là. Ce n'est pas un cambriolage qui a mal tourné. C'est une exécution à caractère sexuel, préméditée ou opportuniste, mais exécutée avec un sang-froid de prédateur. L'énigme de la porte close, c'est le point central qui va faire piétiner l'enquête pendant un quart de siècle. Il n'y a aucune trace d'effraction. Les serrures sont intactes, les fenêtres aussi. À Versailles, au milieu de la matinée, personne n'a entendu de cri. 3 hypothèses s'imposent alors aux enquêteurs. Le prédateur connu. Catel connaissait son meurtrier et lui a ouvert la porte en toute confiance. Un ami, un étudiant, une connaissance de l'immeuble. Le prédateur rusé. L'homme a utilisé une ruse pour se faire ouvrir. Une uniforme, une fausse livraison, un prétexte technique. Catel, bien qu'éduqué par un gendarme à la prudence, a pu être trompé par un ton rassurant. Le prédateur invisible, quelqu'un qui possédait déjà les clés ou qui avait réussi à s'introduire en douceur pendant qu'elle rentrait chez elle. Les premières heures de l'enquête se concentrent sur l'entourage. On interroge le petit ami, le suspect numéro 1 par défaut dans ce genre de drame, les voisins, les amis de la faculté de droit. Mais très vite, les policiers font face à un mur. Catel n'avait pas d'ennemis. Elle n'avait pas de vie secrète. Elle était une jeune fille sans histoire, au sens le plus pur du terme. Dans ce studio de l'avenue de Paris, les techniciens de la police scientifique, l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui la PTS, travaillent avec une minutie extrême. Nous sommes en 1995. À cette époque,
l'ADN n'est pas encore l'outil miracle qu'il deviendra avec les séries télévisées. C'est une science émergente, coûteuse et complexe. Pourtant, les préleveurs font leur travail. Ils isolent des traces biologiques sur le corps de Cattell, sur ses vêtements et sur la scène de crime. Ils récupèrent ce qu'ils pensent être de l'ADN appartenant à l'agresseur, du sperme et quelques cheveux. À l'époque, on parvient à établir un profil génétique, mais il y a un problème majeur. Fichier national automatisé des empreintes génétiques n'existe pas encore, et au départ uniquement pour les délinquants sexuels déjà condamnés. En 1995, avoir un ADN sans suspect à qui le comparer, c'est comme avoir une clé sans savoir quelle porte elle ouvre. On possède la signature du tueur, mais on n'a pas son visage. Les enquêteurs du SRPJ de Versailles passent au peigne fin la vie de Cattell. Ils interrogent ses camarades de la faculté de droit de Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce qu'un étudiant éconduit aurait pu nourrir une rancœur? Est-ce qu'un admirateur secret la suivait? Ils élargissent le cercle au voisinage. L'avenue de Paris est passante, mais l'immeuble est calme. On cherche des témoignages sur un homme qui aurait pu rôder dans les parties communes. Un faux technicien, un livreur de prospectus, quelqu'un qui aurait testé les portes. Quelques témoignages parlent d'un homme aperçu dans les jours précédents, mais les descriptions sont vagues. Taille moyenne, allure banale, rien qui ne permette de dresser un portrait robot exploitable. L'absence d'effraction obsède les policiers. Si Cattell a ouvert, c'est que l'intrus présentait bien. Ou alors, il a utilisé une technique de vol à la fausse qualité. En tant que fille de gendarme, Cattell savait qu'il ne fallait pas ouvrir à n'importe qui. Cette prudence innée suggère que le tueur a soit utilisé une ruse imparable, un uniforme, un badge officiel, soit qu'il a profité d'un moment de vulnérabilité. Par exemple, lorsqu'elle rentrait ses courses ou ses cours, pour se glisser derrière elle avant que la porte ne se verrouille. Pendant que l'enquête piétine, une autre tragédie se joue. Celle de la famille. Le père de Cattell, colonel de gendarmerie, se retrouve dans une position atroce. Il connaît les rouages du système, il sait comment fonctionne une enquête, il connaît les limites de ses collègues de la police. Il ne lâche rien. Il devient le poil à gratter de l'instruction. Chaque mois, chaque année, il sollicite les juges, demande où en sont les expertises, propose de nouvelles pistes. Pour lui, il est inadmissible que dans une ville comme Versailles, sous les fenêtres de la République, on puisse assassiner une jeune femme et disparaître dans la nature. Sa douleur est digne, mais sa détermination est implacable. Il sait que le temps est l'ennemi de la vérité. Les souvenirs s'effacent, les témoins déménagent, les preuves se dégradent. Au début des années 2000, l'enquête connaît quelques soubresauts. On compare l'ADN retrouvé chez Cattell avec les grands prédateurs de l'époque qui tombent les uns après les autres. On vérifie la piste Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, dont le mode opératoire, agression de jeunes femmes dans leur studio, présente des similitudes. Mais l'ADN ne correspond pas. On regarde du côté de Patrice Allègre ou de Michel Fourniret. À chaque fois, c'est le même espoir qui renaît, suivi de la même douche froide. L'ADN de l'avenue de Paris reste unique. Il appartient à un homme qui semble avoir commis le crime parfait, puis s'être volatilisé. En 2005, 10 ans après les faits, le dossier commence à prendre la poussière. Les enquêteurs d'origine sont partis en retraite ou ont été mutés. Le juge d'instruction a changé 3 fois. Juridiquement, le spectre de la prescription commence à rôder. Si aucun acte d'enquête n'est réalisé pendant 10 ans, l'affaire pourrait être définitivement close. Mais la famille veille et les avocats multiplient les demandes d'actes pour maintenir le dossier en vie artificiellement. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'en cette année 2005, à quelques kilomètres de là, le destin vient de jouer son dernier tour de cartes. Le suspect, celui dont il cherche le nom depuis une décennie, vient de mourir. Mais personne ne le sait encore. Après 2005, le dossier Cattell-Berhouk entre dans une phase critique. L'effervescence médiatique des premières années est retombée. La France a oublié le nom de cette étudiante versaillaise. Dans les locaux du SRPJ de Versailles, le dossier physique, des milliers de pages de procès-verbaux, d'auditions et de rapports d'expertise, repose dans une armoire métallique. Il devient ce qu'on appelle dans le jargon un cold case, un dossier froid. Pourtant, le temps ne s'arrête pas.
Pour la famille Baruch, chaque 11 mai est une torture. Chaque anniversaire de Cattell est un rappel cruel de ce qu'elle n'aura jamais. Une carrière d'avocate, une famille, une vie. Leur combat change de nature. Il ne s'agit plus seulement de trouver le coupable, mais de se battre contre l'administration judiciaire pour que le dossier ne soit pas définitivement enterré par la prescription. Ils savent que si le juge d'instruction signe une ordonnance de non-lieu, le meurtrier aura gagné pour toujours. Leur avocat harcèle littéralement le tribunal. Tous les ans, tous les 2 ans, ils déposent une nouvelle demande d'acte d'enquête. Même si la demande est futile, même si l'on sait qu'elle ne donnera rien, l'important est qu'un juge signe un papier, ce qui relance le compteur de la prescription pour 10 années supplémentaires. C'est une guerre d'usure, une guerre de procédure pour garder une flamme d'espoir allumée. Pendant que le dossier dort, le monde de la police scientifique, lui, ne dort pas. C'est la clé de cette affaire. Entre 2005 et 2020, les techniques d'analyse ADN font des bonds de géant. Le FNAEG grandit, le fichier national s'enrichit. Il ne contient plus seulement les profils des délinquants sexuels, mais ceux de presque toutes les personnes gardées à vue pour des délits sérieux. Il passe de quelques milliers de profils à des millions. La sensibilité s'accroît. En 1995, il fallait une quantité visible de matériel biologique, une tache de sang, de sperme, pour établir un profil. Dans les années 2010, on commence à parler d'ADN de contact ou d'ADN low copy number. On peut désormais extraire un profil génétique complet à partir de quelques cellules invisibles à l'œil nu, laissées par exemple par quelqu'un qui a simplement touché un objet. Face à la multiplication des affaires non résolues, l'affaire Grégory, les disparus de Lyon, le grêlé, la chancellerie décide de créer un pôle judiciaire spécialisé dédié aux crimes sériels ou non élucidés. Ce pôle est basé à Nanterre. Son principe est simple, mais révolutionnaire. Centraliser ces dossiers complexes, les confier à des magistrats et des enquêteurs ultra spécialisés qui n'ont que ça à faire. Ils ne sont pas pollués par le flagrant délit quotidien. Ils ont le temps de relire chaque page, le temps de croiser les données de différents dossiers et surtout le temps d'appliquer les technologies les plus récentes aux scellés anciens. Vers 2020-2021, le dossier de Cattell Baruch est transféré à ce nouveau pôle. C'est une chance inespérée. Une nouvelle juge d'instruction s'empare de l'affaire avec un œil neuf. Sa première décision est technique. Elle ordonne que tous les scellés biologiques encore disponibles soient réanalysés avec les protocoles d'extraction ADN les plus modernes. 26 ans après les faits, les techniciens du laboratoire de police scientifique de Lyon reçoivent les prélèvements. Ils sont vieux, dégradés par le temps, potentiellement contaminés. Ils appliquent les méthodes de dernière chance. Et là, le miracle opère. Sur un scellé crucial, probablement un vêtement de Cattell ou un élément sur lequel le tueur a laissé sa signature perverse lors de la mise en scène, ils parviennent à extraire un profil génétique masculin complet et de grande qualité. C'est l'ADN du tueur, le même qu'en 1995, mais purifié, clarifié par la technologie moderne. La procédure est automatique. Le profil est immédiatement injecté dans le FNAEG pour comparaison. Le système informatique mouline. Quelques secondes plus tard, l'écran affiche un mot qui fait trembler les enquêteurs de Nanterre. Match. L'ADN correspond à un homme déjà enregistré dans le fichier. Pour la première fois en 26 ans, le meurtrier de l'avenue de Paris a un nom. Le match informatique du pôle Cold Case de Nanterre n'est pas une simple probabilité. C'est une certitude mathématique. L'ADN retrouvé sur les scellés de 1995 appartient à un homme, Michel G. Qui est-il? Les enquêteurs se précipitent sur son dossier. Ils s'attendent peut-être à trouver un grand nom du crime, un tueur en série célèbre. Mais la réalité est plus banale, et donc plus effrayante. Michel J. était un homme de l'ombre. À l'époque des faits, il vivait à Versailles, non loin de l'avenue de Paris. Il connaissait parfaitement les rues, les codes de la ville, les habitudes des étudiants. C'était un prédateur opportuniste. Son casier judiciaire révèle un profil de délinquant sexuel. Il avait déjà été impliqué dans des affaires d'agression, de viol ou de tentative de viol. C'est d'ailleurs pour l'une de ces affaires, bien après le meurtre de Cattell, qu'il avait été condamné et que son ADN avait été prélevé
et intégré au FNAEG. À l'époque de sa condamnation ultérieure, personne n'avait fait le rapprochement avec le dossier Baerbock, car les techniques d'extraction sur les vieux scellés de Versailles n'étaient pas encore assez fines. L'excitation des enquêteurs retombe presque instantanément. En consultant le fichier de l'état civil pour localiser Michel G et procéder à son interpellation, ils découvrent une mention fatidique. Décédé en 2005. Michel G est mort de cause naturelle, ou de maladie selon les sources, 10 ans seulement après le meurtre de Catel. Il a emporté ses secrets dans la tombe. Pendant 10 ans, il a marché dans les mêmes rues que les parents de Catel. Il a peut-être lu les journaux parlant de l'énigme de l'avenue de Paris. Il a vécu sa vie, commis d'autres méfaits, a été jugé pour certains, mais jamais pour le crime le plus grave de son existence. Pour les policiers de Nanterre, c'est une victoire technique, mais une défaite morale. Ils ont le nom, ils ont la preuve, mais ils n'ont plus de coupable à présenter à un jury. Imaginez la scène. 26 ans après le drame, le téléphone sonne chez les Baerbock. On leur annonce que l'on sait enfin qui a tué Catel. Après des décennies de doutes, de fausses pistes et de nuits sans sommeil, le visage du monstre est enfin identifié. Mais l'annonce est assortie d'une sentence judiciaire irrévocable. L'action publique est éteinte. En droit français, on ne juge pas les morts. Il n'y aura pas de procès aux assises. Il n'y aura pas de boxe des accusés où un homme doit baisser les yeux. Il n'y aura pas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour le colonel Baerbock et son épouse, c'est un séisme. Ils ont la vérité, celle qu'ils ont réclamée pendant un quart de siècle, mais ils n'auront jamais la justice. Le meurtrier a échappé à la loi par la porte de la mort. Le dossier est désormais clos. Les analyses suggèrent que Michel G n'était pas un proche de Catel. Il l'avait probablement repéré, suivi. Il a peut-être utilisé un prétexte banal pour entrer, profitant de la courtoisie de la jeune femme. La mise en scène macabre qu'il avait laissée derrière lui était le reflet d'une pulsion qu'il n'a cessé d'alimenter jusqu'à sa mort. L'affaire Catel-Baerbock reste aujourd'hui un symbole, celui de la persévérance des familles, sans qui le dossier aurait été prescrit depuis longtemps. Celui de la révolution technologique, montrant qu'un crime commis à l'ère de l'analogique peut être résolu à l'ère du numérique. Celui d'une frustration judiciaire, rappelant que la science peut identifier le mal, mais qu'elle ne peut pas toujours le punir. Catel-Baerbock repose aujourd'hui dans la paix d'une vérité retrouvée. Son nom n'est plus associé à un mystère, mais à une victoire de la mémoire sur l'oubli.